Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça date que j'avais pas tourné à la maison, donc ça fait plaisir. L'année 2024 est terminée, là on est en 2025, donc c'est le bon moment pour faire un petit récap de mes lectures. J'ai fait un petit top et flop, que ça soit de la nouveauté, que ça soit mes lectures en intégrale. J'ai lu des choses très intéressantes et j'ai envie d'en parler en vidéo. Cette année, j'ai pu m'ouvrir à pas mal de choses, que ça soit du manga, du film, jeux vidéo, etc. Et ça a été trop bien. Et là, j'aurais pu parler aussi de films, comics, BD, etc. Mais je me suis dit, bon, ce que j'ai commencé, enfin, ce que j'ai consommé, pardon, principalement, c'est du manga. J'ai regardé aussi beaucoup de films et je passe beaucoup de temps au cinéma aussi. Pour un top flop, je ne me voyais pas parler de films, donc je me suis dit, bon, on va parler que de manga. Pour tout ce qui est film, on va faire ça plus tard. Les tops, j'aurai forcément que des bonnes choses à dire. Mais pour les flops, je le préviens d'avance, c'est pas forcément des mauvaises lectures, c'est pas forcément des mauvais mangas, c'est juste des lectures qui ne m'ont pas forcément touché moi. Des fois il y a le mood qui joue, des fois c'est juste que t'es pas du tout touché par le sujet. Même si t'es pas touché par le sujet, bah tu peux être curieux, mais là il n'y a pas eu de ça pour ces lectures-là. Mais du coup, on va en parler un peu plus en détail. Et l'objectif n'est pas du tout de fracasser des titres et dire c'est de la merde. Non, non, c'est pas du tout intéressant. Je vais dire précisément pourquoi ça ne m'a pas plu. Parce que des fois, ce qui ne m'a pas plu, moi, peut plaire à d'autres personnes. Donc, c'est peut-être aussi intéressant de le faire de cette manière-là. Bon, je ne vais pas faire comme les autres vidéos à raconter trop ma vie. Donc, on va passer au vif du sujet. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Déjà, c'est trop dingue. Là, on s'approche, je crois, des 400 abonnés. Pour certaines personnes, ça paraît pas beaucoup, mais quand même. Et en plus, c'est le deuxième réseau social où j'ai plus d'abonnés. Et honnêtement, je pensais pas que ça serait sur YouTube. J'avoue, j'aurais plus pensé à Insta ou peut-être TikTok. Mais j'avoue, YouTube, je ne le pensais pas. En tout cas, c'est assez motivant. Déjà, les nouveaux concepts que je vais aborder sur la chaîne cette année, je vous promets, il y aura bien plus de vidéos que l'année 2024. Mais ça va être cool. On va bien rigoler, j'espère. Et merci pour l'accueil du nouveau concept. Franchement, c'est trop bien. Je kiffe discuter avec les invités, parler de manga, etc. Et j'aimerais bien l'ouvrir à bien plus de choses. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en MP et aussi commenter. J'ai oublié de le dire. Bon, on va passer au top et au flop. Pour ceux qui ont regardé le timecode, j'imagine que vous l'avez déjà remarqué. Mais du coup, je le reprécise quand même parce que j'ai oublié de le dire. Mais du coup, de la manière de présenter, ça sera d'abord un flop, ensuite un top. Et on va prendre un ordre décroissant. Donc, vous l'aurez bien compris, les derniers mangas qui seront abordés seront ma lecture préférée de 2024 et ma plus grosse déception en manga. Après, j'abuse sûrement sur le mot déception, mais celui qui m'a le moins plu cette année. Et aussi, il y aura une mention honorable parce que j'ai grave kiffé ce manga. Je l'ai lu là dans la dernière semaine de 2024 et franchement, il est rentré dans le Fergie Time, c'est incroyable. J'ai grave kiffé, je vous en parle à la fin. J'ai pas du tout les tomes, je les ai lus sur Mangayo. On va voir ça à la fin de la vidéo. Du coup, pour résumer, 3 tops, 3 flops et une mention honorable. Et on commence tout de suite par le flop. Flop numéro 3, The Ekinose Family's Death Lessons. Alors, ce manga est dispo chez Kana. Il y aura 6 tomes. Actuellement, il y a 4 ou 5 tomes qui sont sortis. Pour faire simple au niveau de l'histoire, on suit un jeune garçon qui s'appelle Tsubasa, c'est lui. Et il se réveille d'un coma. Et il y a toute sa famille autour de lui. Ses grands-parents, ses parents et sa sœur. Quand il se réveille, il ne les reconnaît pas du tout. Il est amnésique. Et dès les premières pages, on comprend que ce n'est pas le seul amnésique de la famille. Ils sont tous amnésiques. Et du coup, c'était le dernier espoir parce que de toute la famille, c'était le dernier à être encore dans le coma. Donc il y a ce truc où la famille va chercher à recréer des liens, à se souvenir de certaines choses, mais il n'y arrive pas. Derrière tout ça, il y a un gros mystère et ça m'a grave intrigué parce que juste le concept de base, je le trouvais trop bien. Mais là, franchement, plus on avance dans les tomes, plus on s'y perd. Au début, il y avait des rebondissements, du coup, ça rendait l'histoire dynamique, intéressante. Du coup, il y avait de nouveaux mystères qui s'installaient, de nouvelles intrigues. Mais là, au bout du tome 4 ou 5, je ne me souviens plus c'est quel tome qui est sorti en dernier que j'ai lu, mais franchement, j'étais perdu. Il y a des mangas où il y a des rebondissements où c'est trop bien, ça relance l'histoire. Mais je trouve que quand il y en a trop, bah, ça devient un peu vite chiant. Parce que ça me donne l'impression d'avoir des rebondissements pour avoir des rebondissements. Et là, dans ce manga, ça n'a pas trop marché sur moi. Là, je continue de lire parce que je suis curieux de comment l'histoire va se conclure. Mais j'avoue, franchement, quand j'aurai terminé le manga, je vais les revendre directement. Pour conclure, je ne dirais pas que ce manga est claqué. Je ne dirais pas forcément que je ne le recommande pas. C'est juste que je vais bien présenter l'œuvre, dire qu'il y a ça de bien, il y a ça de négatif, et que moi, franchement, ça m'a pas touché de fou. Là, je le lis pour conclure l'histoire. Là, on va passer à mon top 3 niveau manga.
je l'ai trop kiffé, c'est Blue Giant. C'est une de mes grosses lectures de cette année, j'en ai trop parlé même. Après, trop c'est un grand mot parce que j'ai trop kiffé, c'était exceptionnel. Et même interagir avec ceux qui sont déjà fans de Blue Giant, quand je l'ai vu au cinéma, quand j'en ai parlé aussi sur Twitter, c'était trop bien. D'abord, je vais vous décrire comment moi je l'ai découvert. Alors, il y avait le film qui était sorti, il me semble, en mars-avril, et j'avais seulement lu le premier ou le deuxième tome, voire quatre, je ne sais plus exactement. Mais je sais que j'ai lu peu de tomes de la première partie. Ensuite, je suis parti voir le film, et j'ai trop kiffé. Le film était magnifique, les musiques étaient dingues, c'était très bien animé. Les gens peuvent être rebutés par la CGI, mais honnêtement, ça passait bien et c'était nécessaire pour des scènes comme celle-ci. Et le budget apparemment n'était pas forcément au rendez-vous pour se permettre de faire ça qu'en 2D. Donc la CGI était importante. Et en vrai, c'était trop bien. Et le film adapte toute la première partie du manga de Blue Giant. Après, il y a quand même des détails importants qui ne sont pas mis dans le film. Donc, je suis passé quand même sur le manga. Par exemple, qu'on voit dans le premier tome, on ne le voit pas du tout dans le film. Et ce premier tome nous introduit directement à Dai Miyamoto qui découvre le jazz, qui fait sa vie dans son village natal. Alors que dans le film, on passe directement où il est déjà chaud au saxophone et qu'il se cherche un groupe. Et il me semble que ça vient bien plus tard dans le manga, je pense tome 3, un truc de genre, je sais plus exactement. Mais bon, je passe à autre chose. Après le film, j'ai tout enchaîné. C'était trop bien, je lisais tous les jours, que ça soit dans les transports, que ça soit chez moi posé. J'avais les musiques de Blue Giant dans les oreilles quand je lisais et vu que j'avais le son en tête grâce au film, bah, j'avais des moments super intéressants dans le manga où j'avais les musiques en tête, avec les bonnes sonorités, le bon son et tout, c'était magnifique. Bon, j'ai oublié le plus important, le synopsis. Ensuite, Dai Miyamoto, qui est en terminale à ce moment-là, il est dans un club de basket, il travaille, etc. Et il se découvre une passion de zinzin pour le jazz. Il va être un gros mordu, il va jouer du saxophone tous les jours, même s'il n'a pas de professeur et tout. Il va se poser en bord de rivière, il va kiffer jouer du saxophone. Quand on le voit jouer, il déborde vraiment de passion. Et son objectif, c'est de devenir le meilleur jazzman du monde. Et il va devoir apprendre la théorie, il va devoir se faire connaître, apprendre de nouvelles choses. Et on va suivre son parcours. Bon, je vais pas dire les moments clés de Dai Miyamoto parce que ça serait du spoil. Mais on suit du coup l'aventure d'un homme. Et ce qui est super intéressant dans le manga, et c'est ce qui rend le manga hyper intriguant, et ce qui est super intéressant dans la construction du manga, c'est qu'il y a un bonus track à la fin de chaque tome. Et ce bonus track, c'est un chapitre supplémentaire de quelques pages qui représente un témoignage de quelqu'un qui a connu Dai Miyamoto. Et chaque bonus track, bah, c'est comme là avec moi, il y a quelqu'un qui filme, du coup la personne qui donne son témoignage, et on lui demande son avis sur Dai Miyamoto, sur des moments clés de son parcours, etc. Donc on sait qu'il va devenir un grand jazzman, mais on ne sait pas comment, et on va découvrir comment du coup. Et ce manga est magnifique parce que on suit un homme simple qui se prend pas la tête et vit vraiment sa vie. Et je ne parle pas forcément de quelqu'un qui a énormément de doutes, qui se prend la tête pour tout et n'importe quoi. Son objectif, c'est le jazz, il va vivre le jazz et il va tout faire pour atteindre son objectif, quitte à en mourir. Et c'est beau, c'est inspirant. Et ce qui est bien avec Miyamoto, c'est qu'il a une réelle évolution. Et tout au long de l'œuvre, on va voir qu'il va gagner en confiance, en assurance, même en charisme. Et juste à le regarder sur scène, à jouer, à donner certains discours intéressant sur sa passion, bah ça rend le jazz beaucoup plus intéressant. Et franchement, je me suis même intéressé au jazz grâce au manga. Enfin, j'avais déjà quand même une sympathie pour le jazz, mais j'ai commencé à checker un peu plus et je trouve ça trop cool. Si vous avez l'occasion de lire Blue Giant, foncez. Pour le nombre de tomes, il y en a pas mal, mais ça se lit trop bien et trop vite. On a 10 tomes pour Blue Giant, c'est la première partie. Ensuite, on a Blue Giant Supreme, qui a 11 tomes. Ensuite, il y a Blue Giant Explorer, et c'est ce qui est actuellement publié en France. Là, il y a 4, non, même 5 ou 6, il y a 6 tomes qui sont sortis en France actuellement et il y en a 9 au Japon. Et il y a une quatrième partie qui s'appelle Blue Giant Momentum. Je n'ai pas voulu me renseigner sur de quoi ça parle parce que forcément ça allait me spoil, mais j'ai quand même une idée vu de quoi on parle actuellement. Et il y en a 4 pour le moment. Et du coup, on est bien sur 35, 40 tomes. Si vous avez l'occasion de le lire, foncez, que ça soit emprunté à la médiathèque, achetez-les, même en numérique, etc. Ça vaut le coup. Au niveau des dessins, c'est magnifique. On sent l'affluence par rapport à Naoki Urasawa, donc l'auteur de Monster, 20th Century Boys, etc. Et il a un style qui rend les moments où il joue de la musique hyper dynamique. Et franchement, c'est trop bien. On sent l'intensité de certaines scènes. Je peux en parler longtemps de Blue Giant, donc je vais stopper maintenant. Blue Giant, incroyable. Si vous avez l'occasion de le lire, foncez. Et là, on passe au flop numéro 2. C'est un manga qu'on m'avait envoyé en service presse de la part d'Akata. À la base, je trouvais ça quand même cool, mais c'est juste pas pour moi. Alors, le manga s'appelle Mémoire fantôme. Là, je vous le montre ici.
Le manga, je l'ai lu il y a plusieurs mois, donc j'avoue, je vais vous faire un synopsis un peu approximatif. Alors, il y a un sous-fifre de Yakuza et le Yakuza, j'ai plus les termes exacts pour définir le senpai, etc. et tout, mais bref, pardonnez-moi. Du coup, le sous-fifre et le Yakuza sont dans une ruelle et ils vont croiser une jeune fille un peu plus loin. Et cette jeune fille, elle a l'air un peu à l'ouest. Et il va se passer quelque chose de surnaturel. Le Yakuza, avec son beau costard, etc., va être possédé par un esprit, une entité. Et cette entité-là est là pour protéger la jeune fille qui est en face. Et cette jeune fille a des pouvoirs. J'ai plus les pouvoirs exacts, je suis désolé. Mais du coup, il y a cette jeune fille qui a des pouvoirs, le Yakuza qui a été possédé par une entité, et ce sous-fifre qui est normal. Et ce mec-là, il observe tout ça, il veut aider cette jeune fille et aider le Yakuza, même s'il n'avait pas forcément une grande sympathie pour ce Yakuza parce qu'il était méchant, il était dur, etc. Et tout au long de l'œuvre, on va suivre quelque chose de super intéressant, c'est que la jeune fille, elle a comme une certaine capacité pour remarquer les gens qui vont bientôt mourir. Il me semble qu'elle pouvait détecter ça parce que les personnes qu'elle voyait et qui avaient les yeux du coup un peu floutés, c'était un signe pour elle pour que cette personne meure, malheureusement. Et dans tout ça, il y a une histoire de famille qui doit être protégée. Franchement, j'étais un peu perdu. Et il faut savoir que moi, j'ai un peu du mal avec le surnaturel. Enfin, ça dépend comment c'est fait, surtout. En l'occurrence, les deux protagonistes qu'on voit sur la couverture, bah, je les appréciais pas du tout. J'aimais le sous-fifre parce qu'au tout début, je me disais, bah vas-y, c'est un sous-fifre des Yakuza, c'est forcément quelqu'un qui peut être méchant, etc. Au final, lui, il est plutôt doux, il est normal, il est intentionné. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé pendant cette lecture. Mais tout le reste, j'étais pas forcément fan. Peut-être que si je le lisais à d'autres moments, ce manga me toucherait un peu plus. En plus, le manga est fini en 3 tomes. Donc, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le en vrai. Parce que je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Mais moi, franchement, ça m'a pas touché. Mais j'avoue, la cover, elle est magnifique. Quand je l'ai vue, j'ai trop kiffé. Je me disais, ok, ça c'est obligé, je vais le lire. C'est rare que je sois vraiment en mode, ok, j'ai juste vu la cover, c'est sûr, je vais le lire. Mais là, pour le coup, j'ai bien kiffé. Parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu romantique, un peu plus terre à terre. Et au final, c'était un peu l'inverse dans tout ça. Il y a le côté protecteur, surnaturel, qui était différent de mes attentes. Je pense que mes attentes ont beaucoup joué dans cette appréciation de lecture. Mémoire fantôme chez Akata, et c'est fini en 3 tomes. Voilà. Là, on va parler de mon deuxième top. C'est un manga incroyable, un énorme classique de manga de sport. C'est Ashita no Joe. Ashita no Joe, exceptionnel, franchement j'ai trop kiffé. Alors j'ai une longue histoire un peu avec Ashita no Joe, mais je vais la faire très rapide. Alors j'avais commencé le manga il y a quelques années. J'ai lu quelques chapitres et j'ai drop. Et ce n'était pas parce que c'était nul ou quoi, c'est juste que j'étais pas dans le mood de lire le manga. Du coup je me disais ok, je vais stopper là, je vais reprendre plus tard. Quelques années plus tard, j'ai testé l'anime. L'anime, je regardais quelques épisodes, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu la déterre parce que bah, c'était du streaming déjà. Et c'est pas disponible sur des plateformes légales comme Netflix, Amazon et tout. Donc j'ai moins cette déterre-là de regarder sur les sites de streaming. Là, par exemple, quand je regarde des trucs et tout, c'est à la télé. Et j'enchaîne bien plus facilement quand c'est à la télé que quand c'est sur ma tablette. Et là, pour acheter un audio, bah, j'ai dû drop encore une fois. Et je me suis dit, ok, bon, il y a 13 tomes de l'édition vintage de chez Glénat. Je vais attendre de les avoir et je vais lire en manga, sûr et certain, en physique. Et j'ai eu la chance parce qu'une fois, j'ai fait un tweet pour dire la liste des mangas qui m'intéressaient. Et il y a un mutu, il s'appelle Boms, je te passe le bonjour, merci beaucoup. Et il m'a vendu c'est Ashita no Joe. En plus, pour vraiment pas cher, donc j'étais bien, il m'a mis vraiment bien. Et j'ai trop kiffé. Là, c'est rentré dans mon top manga de sport. Mon top manga de sport, c'est Hippo, c'est le top 1. Ensuite, ça se tape entre Ashita no Joe et Slam Dunk. Mais je pense que Slam Dunk est devant parce que j'ai bien plus d'affect pour les personnages, etc. et l'univers que Ashita no Joe. Ashita no Joe, c'est encore assez récent pour moi. Donc peut-être qu'à l'avenir, en découvrant un peu plus l'univers, en lisant des interviews, etc., bah, j'aurai forcément plus de sympathie ou que ça va plus monter dans mon top. Et du coup, comment j'ai relu le manga? C'est parce que je lis Journal d'une vie tranquille chez les éditions Vega Dupuis. Et Journal d'une vie tranquille, c'est par Tetsuya Shiba. Tetsuya Shiba qui est aussi l'auteur de Ashita no Joe. Et il faut savoir pour ce manga, ça raconte du coup sa vie. Donc quand elle a fui la Mandchourie, quand il a décidé de devenir mangaka, quand elle a travaillé sur certaines séries. Il faut savoir qu'au début de sa carrière, il faisait du shoujo. Ensuite, plus tard, il a fait Ashita no Joe. Et je me suis dit, bon, ça serait quand même bien que je lise Ashita no Joe pour éviter de me faire spoil sur le Journal d'une vie tranquille. Et c'est une très bonne décision. Déjà parce que le manga est exceptionnel et que le tome suivant, quand j'ai fini Ashita no Joe, à spoil
énormément Ashita no Joe. C'est vraiment, ça spoil les événements les plus importants du manga, donc j'ai vraiment bien fait. Et du coup, j'ai commencé Ashita no Joe en août, j'ai fini en septembre, et chaque tome, c'était incroyable. Ensuite, Joe Yabuki, un jeune orphelin qui va rejoindre le quartier de Doya, et il va faire la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Tenpei. Ce mec-là, c'est un, on va dire, il est vieux. En vrai, il est vieux, ouais, on peut le dire. Il est borgne. Et il est bourré, etc. Franchement, il fait peine à voir. C'est un ancien boxeur et un ancien coach. Il va rencontrer Joe Yabuki et il va avoir un grand potentiel en lui. Donc, il va faire un gros forcing sur Joe Yabuki en mode mets-toi à la boxe, mets-toi à la boxe. Je te promets, tu vas faire des dingueries, etc. Et tout. Au début, il n'est pas trop chaud, Joe Yabuki, et au fil du temps, bah, Danpei Tange a réussi son objectif de le mettre à la boxe. Et du coup, on va suivre l'aventure de ce jeune garçon qui va aussi devenir un homme. Et on va suivre toute sa carrière, toute sa vie, etc. Et ce que j'aime beaucoup pour ce manga, c'est que on ne suit pas seulement sa carrière de boxeur, mais on suit sa vie tout court. Et dans sa vie, il s'est passé beaucoup de choses. On n'a pas forcément son passé. Ça, c'est pas que c'est dommage. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'intriguait pas mal et je pensais qu'on allait le découvrir au fil du manga, mais non, pas du tout. Et ce qui est bien avec Joe Yabuki, c'est qu'il a un charisme. Il a une énergie débordante. Quand on le voit, quand on le suit, on a forcément envie de savoir où il va aller dans sa vie. C'est un peu comme Dei Miyamoto. C'est le genre de personnes qui ont des auras où tu te dis, ça serait hyper intéressant de voir jusqu'où il peut aller. Parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont une détermination qui fait que tu crois au fait qu'ils vont atteindre leurs rêves. Et pour Joe Yabuki, c'est le cas parce que il n'a pas forcément ce rêve de devenir champion du monde ou quoi. Il veut juste se battre contre des gens qui sont plus forts que lui. Et c'est ce qu'il va faire dans tout le manga. Si vous avez l'occasion de le lire, foncez. Et ne soyez pas rebutés par les dessins un peu de l'époque. Franchement, c'est incroyable. Et il y a une grosse évolution au niveau des dessins. Il y a même, je pense, des planches qui sont faites au fusain. C'est trop bien. Vraiment, vraiment, vraiment foncé. Quand même la larme facile quand je lis des mangas. Et Ashita no Joe, bah, j'ai quand même un peu pleuré devant. Il y a des moments où on est hype. Il y a des moments où tu as envie de pleurer. Il y a des moments où tu es triste. Il y a des moments vraiment très tristes dans le manga. Et l'aura qu'a ce manga, et l'impact qu'il a eu sur les Japonais de l'époque, elle est dingue. On a pu faire un space où on en a discuté avec quelques personnes. Et franchement, c'est un manga légendaire. Au Japon, c'est un monument. En France, ça se vend. Et je trouve qu'il mérite mieux. Par exemple, l'édition Vintage, elle est cool. Il n'y a pas de jaquette. Mais en vrai, on peut faire une édition de luxe, une perfect ou un truc de genre qui serait incroyable pour acheter un jeu. Et en plus, moi, j'avoue, je suis pas très fan des covers comme ça. Où tu as juste une petite illustration, après tout le bord, c'est du noir, et puis voilà. Il y a une édition vraiment stylée qui serait possible de faire sur Ashita no Joe. Donc, Glénat, si vous avez l'occasion de le faire, foncez s'il vous plaît. Lisez Ashita no Joe. Alors là, on va passer à mon gros flop de cette année. Et j'avoue, j'avais hésité avec plusieurs titres, mais je vais pas les citer. Mais celui-là, c'était spécial. Mais non, là, je vais le citer quand même. C'est Ushujin Mumu. Ushujin Mumu, je voulais pas le citer à la base parce que j'ai même pas réussi à finir le tome 1. Parce que, franchement, c'était vraiment pas pour moi. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ce manga. Mon top, enfin mon flop, pardon, c'est Une belle journée pour un labyrinthe chez Mangetsu. Alors, ce manga, c'était compliqué à saisir pour moi parce que j'avoue, je connaissais pas trop le titre à la base. C'est très beau, c'est bien dessiné et tout. Mais un truc qui était dingue pour ce manga, c'est que c'est rare que je fasse un truc pareil. J'ai dû aller sur internet, lire le synopsis pour comprendre ce que je lisais. Parce que je lisais, je pense, quelques chapitres. Je pense que j'étais à la page 30 ou un truc de genre. Et en vrai, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je voyais que les jeunes s'amusaient, qu'il y avait un univers assez spécial, etc. Mais je me disais, mais c'est quoi là? Il se passe quoi? Du coup, j'ai pu mieux comprendre l'univers en lisant les synopsis. Et je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas cette introduction dans le manga. Et c'est pas du tout une lecture qui m'a marqué. Franchement, peut-être qu'il y a des gens qui ont kiffé, mais je suis vraiment passé à côté de la lecture. Franchement, le seul point que j'ai kiffé, c'est que c'était bien dessiné. Sinon, franchement, le reste, ça m'a pas trop intrigué. La fin, elle m'a laissé perplexe. Et il y a des dessins où j'étais en mode, même si c'est beau, bah, c'est pas trop mon délire. Donc, non, c'est un one-shot chez Mangetsu. C'était un service presse. Ouais, c'était un service presse. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire, hein, malheureusement. Le format était cool aussi. Bon, j'ai plus rien à dire. Donc, on va passer à l'autre manga. Pour ce top 1, on va parler de Blessure Nocturne. Alors, entre Blessure Nocturne et Ashita no Joe, j'avais pas mal hésité pour le top 1. Mais pour son caractère unique, les messages très importants véhiculés par ce manga et le contexte particulier. Et en plus, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur ce manga et j'espère qu'il sera réédité en France. Là, pour le coup, je vais d'abord vous parler de ce qu'il y a autour du manga pour mieux vous introduire le synopsis et de quoi ça parle. Alors, on a un duo d'auteurs.
Au scénario, on a Osamu Mizutani et au dessin, on a Seiki Tsushida. Alors, Osamu Mizutani est le protagoniste du manga. C'est donc lui que vous voyez sur la couverture et c'est aussi le scénariste. À l'origine, Osamu Mizutani est professeur de cours du soir. Et à travers toutes les activités qu'il a faites et le bien qu'il a pu apporter à ces jeunes que je vais vous présenter, bah, il est devenu aussi romancier et conférencier. Et du coup, ce qu'on aborde dans le manga, c'est ce qu'il raconte dans ses romans. Et aussi en conférence, bien sûr. Et du coup, on a plusieurs histoires courtes dans le manga. Il y a 10 tomes, et il y a 11e tome, et malheureusement, il n'a jamais été publié en France, et il n'est même pas terminé en Japon, il me semble, puisque le dessinateur est décédé entre-temps, malheureusement. Et pour mieux introduire le manga, je vais tout simplement vous lire le synopsis. C'est directement ce qu'on voit dans le rabat. Alors, qui se soucie des enfants de la nuit, ceux qui tombent dans la drogue, la violence, la prostitution, négligés par leur famille ou se sacrifiant pour retarder leur désintégration, leur chute et leur destin se jouent le plus souvent dans la plus stricte indifférence de leur entourage, ou la cruauté de ceux qui contribuent par leur violence. Ce sont ces vies, sans espoir, dont est souvent témoin Osamu Mizutani, professeur de cours du soir lui-même héritier d'un passé assez sombre. Suite à un événement tragique, il décide de leur venir en aide. Dans Blessure nocturne, Mizutani témoigne pour ceux qu'il a soutenus. Chaque nouvelle histoire recélant autant de potentiels laideurs que d'espoir. Chaque ronde de nuit est pour lui un combat contre la fatalité. Et vous l'aurez bien compris, à travers chaque nouvelle, on va suivre chacun de ces jeunes qui souffrent, que ce soit de la violence, la prostitution, la drogue, etc. Et Mizutani est d'une aide franchement exceptionnelle. Des fois il réussit, des fois il réussit pas. Et les moments où il ne réussit pas, franchement c'est dur. Dans un premier temps, quand je lisais il me semble les 3-4 premiers tomes, je vous avoue, je pleurais à chaque fois. Parce que c'était tellement dur ce qu'on voyait. Et ce qui est intéressant de dire pour les histoires qu'on retrouve dans ce manga, c'est que ce sont inspirés de faits réels. Et il y a des histoires, je me disais, waouh, oh, c'est horrible. Parce que, outre la personne qui souffrait, on voyait aussi l'entourage qui souffrait. Et il y avait des moments, c'était trop, waouh, c'était dur. C'est pas une lecture que je conseillerais pour quelqu'un qui est mal mentalement. Si vous le lisez, soyez bien sûr d'être bien mentalement. Et quand je dis bien mentalement, c'est plutôt être dans un bon mood. Genre, si vous êtes dans un mood où vous vous sentez pas bien, vous êtes un peu dans le négatif et tout, ne lisez pas Blessure nocturne. Si vous êtes positif, lisez Blessure nocturne, mais ça va pas détruire votre morale. En fait, ça dépend des gens. Moi, je trouve que ce manga a un gros message d'espoir et ça a été une leçon de bienveillance et d'écoute auprès des gens. Mizutani est exceptionnel parce que qui peut assumer cette charge mentale? Qui serait capable de toutes les nuits faire des rondes, voir quelqu'un qui souffre et directement aller l'aider? Je pense que c'est quelque chose dont tout le monde a conscience, mais aider quelqu'un, c'est bien. Des fois, quand cette aide envers cette personne peut atteindre mentalement de manière négative, on a tendance à s'éloigner de cette personne, malheureusement. Et dans le cas de Mizutani, il va rester jusqu'au bout, jusqu'à que cette personne réussisse à s'en sortir. Et c'est des jeunes la plupart du temps. Les jeunes de 15, voire jusqu'à 19 ans, il me semble même un peu plus, je ne me souviens plus exactement de leur âge. Et voir ces jeunes-là qui, franchement, avaient des quotidiens très durs, bah, c'était hyper marquant. Et après ces chapitres, après ces histoires, il y a des essais. Et c'est ça qui me mettait à terre à chaque fois. Parce qu'il racontait un peu plus son vécu par rapport à cette histoire. Imaginons qu'on suive quelqu'un qui est tombé dans la violence. Cette personne, malheureusement, elle lui aurait vu une dinguerie. Bah, à la fin de cette histoire, il y avait un essai où il donnait plus de détails par rapport à cette histoire. Il donnait un peu plus de contexte. Et il donnait aussi son ressenti par rapport à tout ça. Et bah, c'est beau. Ce que j'aime beaucoup avec Osamu Mizutani, c'est qu'il a les mots justes. Ce n'est pas là quelqu'un qui est là pour aider et avoir quelque chose en retour. Il aide vraiment les gens par pure bienveillance. Il n'a pas du tout cette prétention de se dire ah, c'est grâce à moi qu'il va mieux. Ah, c'est grâce à moi qu'il a ci, c'est grâce à moi qu'il a ça, donc tu me dois quelque chose. Non, 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 c'est de la pure bienveillance. Et franchement, c'est sur la bienveillance et l'écoute, je trouve que c'est un très bon modèle. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste quelqu'un de gentil. S'il doit faire quelque chose de dur à accepter pour la personne en face, mais qu'il doit le faire pour son bien, il le fera. Il pensera toujours au bien de la personne en premier lieu, et je trouve ça magnifique. Et ça fait partie des mangas où je me bats pour que ça soit réédité. C'est en mode, j'en parle à plusieurs éditeurs, etc. Je suis en mode, même si c'est compliqué en termes de vente et tout, c'est un manga pour moi qui est d'utilité publique par sous-message, le message d'espoir, de bienveillance et que peu importe les situations, on peut s'en sortir, il faut se battre et faire des efforts. Le manga a été édité aux éditions Sakai il y a à peu près 15 ans. Là, c'est compliqué de les trouver. Là, je pense qu'il faut débourser à peu près 150 € pour avoir les 10 tomes.
Et si vous êtes prêt à les mettre et que vous êtes à l'aise financièrement, pourquoi pas. Mais franchement, tombez pas dans ce piège de les gens vendent cher des mangas, donc vous y allez. Moi, ça m'a pris 1 an et demi pour tous les réunir. Le tome le plus cher que j'ai pu acheter pour cette série, c'était, je pense, un tome à 25 euros. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai trouvé à 5 euros, 4 euros et tout. Donc franchement, je me suis mis bien. Un peu plus tôt, je vous ai parlé d'un essai, donc j'ai envie de vous en lire un. Et ça va, il est assez court, donc tranquille. Il y a tant d'enfants qui souffrent en cet instant même. Je vois chaque jour tant de malheurs, je voudrais souffrir, je souffre, c'est dur, adieu. D'innombrables appels et messages. J'en ai reçu un aujourd'hui encore qui disait « Je veux mourir, aidez-moi, s'il vous plaît ». De la part d'une fille de 12 ans. Elle est brutalisée à l'école et chez elle, sa mère attend trop d'elle. Elle se sent écrasée par tout cela. Je lui ai parlé avec sincérité et il faut dire au plus de gens possible, le crier sur tous les tons, je veux mourir, aidez-moi. Il y aura certainement quelqu'un pour t'aider. Aussi sûrement qu'il y aura quelqu'un pour te faire du mal. Les êtres humains sont fragiles, surtout les enfants. Une seule mauvaise expérience suffit à fermer leur cœur. Une seule parole violente. Mais il y a toujours demain, un jour différent d'aujourd'hui. Et c'est de ce jour qu'il faut parler. Cracher ta souffrance et demander l'affection. Il y aura sûrement quelqu'un qui entendra tes cris. Et à travers cet essai, on peut capter sa vision des choses et sa personnalité. Enfin, en tout cas, un bout de sa personnalité. Il sait trouver les mots justes, il est dans la communication et fait en sorte que les gens expriment leur souffrance. Et cet extrait, c'est même pas un de ceux qui m'a le plus touché, alors que le message est hyper important. Il y a des messages où vraiment, waouh, je pétais mon crâne sur ce qui se passait. Mais comme je le disais tout à l'heure, Blessure Nocturne, c'est un manga qui mériterait d'être lu par n'importe qui. Que vous soyez fan de manga, que vous lisez de la BD, du comics, je ne sais pas quoi. Blessure Nocturne, c'est d'utilité publique, par le message qui est apporté, d'espoir, bienveillance, d'écoute. Et pour toutes les personnes qui souffrent, ça peut être très intéressant de le lire. Et encore une fois, faites en sorte que ça soit réédité, s'il vous plaît. Bon, là, c'est fini pour les tops et les flops. Là, on va passer à la mention honorable. La mention honorable, c'est Corps solitaire. Alors, le voilà. Corps solitaire, c'est un manga édité chez Kana. Il y a 11 tomes sortis actuellement. Je l'ai lu en quelques jours sur Mangayo. Pour ceux qui ne connaissent pas Mangayo, c'est un peu le Netflix du manga. Vous payez pour l'équivalent d'un tome, donc entre 6 et 8 euros, ou 9 euros en fonction de ce que vous voulez, entre la version standard et premium. Et vous avez accès à un catalogue. Il y a des mangas de chez Kana, de chez Glénat, il y a beaucoup de choses. Il y a du Bleach, il y a du Naruto, il y a du Boruto, il y a du coup Corps solitaire, il y a du Tezuka, il y a beaucoup de mangas. Et bah, franchement, avec Corps solitaire, ça m'a grave déter à me prendre un abonnement. Et j'ai beaucoup de séries à découvrir sur le catalogue, donc Mangayo, ça va me mettre bien sur ma tablette. J'ai une grosse tablette, donc c'est parfait pour lire sur du numérique. Et sachant que j'ai plus beaucoup de place chez moi, donc l'alternative du numérique peut être très cool pour moi. Et si vous avez l'occasion de lire sur numérique, foncez, ça peut être cool. Corps solitaire raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Michi. Il me semble qu'elle a 32 ans. Et elle est mariée à un homme. Cet homme-là, ça fait des années qu'ils se sont rencontrés, ça fait des années qu'ils sont mariés. Et il y a un gros problème dans leur couple, c'est que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas couché ensemble. Et 2 ans, c'est énorme et il ne faut pas du tout partir du principe que, vas-y, elle veut juste coucher ou je ne sais pas quoi. Non, le fait que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas du tout couché ensemble, bah ça démontre quelque chose de dur. Il y a plus ce sentiment de désir. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que son mari ne l'aime plus? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et cette Michi, du coup, à son travail, elle va rencontrer quelqu'un, un collègue. Et ce collègue, autour d'une discussion qu'ils ont pu avoir, découvre qu'ils vivent la même situation. Et ce mec-là est aussi marié et il a la même situation avec sa femme qui est débordée par son travail. Et dans le cas de Michi, son mari, c'est juste qu'il a vraiment un désintérêt total pour ça. Et du coup, on va voir que cette Michi et ce collègue se rapprochent et se partagent un peu plus leurs pensées. Et ils ont une relation assez intime. Pas de manière sexuelle, mais autour des discussions qui vont peut-être aider chacun et l'autre dans leur situation. En gros, ils partagent chacun leur vécu pour s'aider mutuellement. Et cette lecture, je l'ai trouvée super intéressante parce que c'est un sujet qui est peu abordé et même assez tabou, qui est l'abstinence sexuelle dans un couple, et d'autant plus la mariée. Et je préviens d'avance, il n'y a pas de nudité. Il y a des mangas où ça aime montrer cette nudité, etc. Là, pour le coup, non. On met davantage d'accent aux échanges, au partage de ressentis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai grave kiffé. S'il y avait cet aspect très sexuel, je vous avoue, j'en parlerais même pas et j'aurais même pas eu envie de le finir. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on n'a pas forcément ce délire de c'est elle qui a raison et lui il a tort. Il y a beaucoup de nuances, chacun partage son ressenti. Et quand on voit un peu plus le ressenti du mari,
C'est pas qu'on comprend mieux pourquoi elle est comme ça, mais au moins on entend les raisons. Et un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la gymnastique au niveau des schémas de pensée de tous les personnages. Parce que déjà, on suit Michi, qui est la protagoniste, on suit le mari, on suit le collègue de Michi, on suit du coup la femme du collègue, et il y a même une autre femme on découvre plus tard qui est intéressante. Et les modes de pensée sont très variés. Il y a Michi, par exemple, quand tu la vois dans un premier temps, on se dit que elle est peut-être un peu en retrait, un peu réservée, etc. Quand on avance dans le manga, on découvre qu'elle est bien plus forte qu'elle n'y paraît. Et elle a une facilité à exprimer finalement ce qu'elle ressent, que j'ai trouvé super respectable. Et à l'inverse de la femme du mari, enfin la femme du collègue, par exemple. Dans un premier temps, on la voit comme la femme super forte qui en impose, au travail elle est exceptionnelle, etc. Elle a un peu plus de mal à exprimer ce qu'elle ressent. Si vous aimez les lectures sur les relations humaines, les relations de couple et tout, Corps solitaire, c'est incroyable. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant enchaîné. Parce que je vous avoue, moi, quand je suis sur ma tablette, j'avoue que ça peut me faire mal aux yeux. Et là, j'ai enchaîné les tomes. J'ai passé des heures à lire Corps solitaire. Et franchement, bah, merci à toutes les personnes qui me l'ont recommandé parce que c'est pas forcément le genre de lecture que j'ai. Et j'aimerais bien en découvrir d'autres dans ce genre-là. Et du coup, c'était super intéressant. C'était éducatif. On apprend un peu plus sur le ressenti des gens dans ces situations-là. Et c'est un manga que je recommande à la mort. Franchement, si vous avez l'occasion de lire Corps solitaire, il n'y a que 11 tomes. Si vous voulez, vous prenez un abonnement sur Mangaio et vous avez l'occasion de le lire en quelques jours. Et ça passe tout seul. Et chose importante encore à expliquer concernant l'abstinence sexuelle dans un couple. Là, on n'est vraiment pas dans un délire de ouais, j'ai envie de coucher, vas-y, je suis accro au sexe ou je sais pas quoi. Vraiment aucun rapport. C'est juste que malheureusement, dans un couple, c'est assez révélateur des sentiments de l'autre. Et dans le cas de Michi et son mari, le mari montre aucun intérêt à sa femme. Et c'est super dur pour sa femme parce que malheureusement, elle peut se dire ok, je l'intéresse plus du tout, je suis plus du tout attirante. Tu peux te poser mille et une questions, tu deviens anxieux, ça. Franchement, c'est pas top au niveau de la confiance en soi. Et on a aussi la vision masculine de ce mec-là, du coup le collègue. Et ce collègue qui lui a un cheminement de pensée par rapport à l'abstinence sexuelle qui rejoint celle de Michi, mais qui est quand même assez différente vu que c'est un homme. Et ouais, franchement, c'est un manga que j'aimerais bien en discuter. Là, je vais faire un space, enfin au moment où la vidéo est postée, je ne sais pas si ce space est fait, mais c'est hyper intéressant à discuter. Et bah merci. Et du coup, Corps solitaire, 11 tomes, il y en a 14 il me semble au Japon. C'est édité chez Kana et c'est disponible aussi sur Manga.io. Et voilà, c'était mes 3 tops, mes 3 flops et la mention honorable de 2024 au niveau de mes lectures manga. Ça a été cool de revenir sur tout ça. Pour mes flops, c'était un peu plus brouillon, mais pour mes tops, bah, c'était un grand plaisir d'en discuter un peu plus en détail de cette manière-là, parce que bah, j'en discute avec des potes, des gens qui ont lu, etc. Mais il me semble que je ne l'ai pas forcément fait en vidéo comme celle-ci. Et il me semble que l'année dernière, je voulais le faire, ce genre de vidéo, mais je ne l'ai pas faite. Je crois qu'avec Angoulême qui arrivait, etc., bah, c'était un peu plus compliqué. Et j'avais pas aussi cette maîtrise au niveau de la caméra, au niveau du micro et plein d'autres choses. Là, je suis un peu plus régulier au niveau des vidéos. Je pense qu'en 2025, pardon, en 2025, il y aura bien plus de choses à vous proposer. Et je prends beaucoup de plaisir à parler sur YouTube, à parler aussi sur TikTok et tout. Et bah, j'espère que ça va vous faire kiffer aussi, autant que moi je kiffe. Et je vous spoil aussi la prochaine vidéo. Là, on a fait un top flop de 2024. Donc logiquement, on va faire une vidéo aussi de mes attentes sur 2025. J'ai fait une liste de 10 titres. Et je vais un peu en parler sur la prochaine vidéo. Je vais dire à peu près ce que j'attends de chacun de ces titres. Il y a du classique, comme la réédition, il y a de la nouveauté. Il y a des choses vraiment pas mal. Et bah, j'espère que ça va vous plaire aussi. Du coup, pour conclure, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi aussi vos top flops de cette année, et même une mention honorable si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Si vous pouvez partager, c'est avec plaisir aussi. Franchement, je kiffe là actuellement ce que je fais sur YouTube et bah, j'espère que les nouveaux concepts vont vous plaire. Et bah, du coup, je vous dis à la prochaine. Salam.